Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Kiranan, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre cocon, près de la bibliothèque, pour notre podcast Stay Wild, Keep Reading. Vous faites votre tournée, beaucoup de concerts. Donc, ça y est, on a trouvé notre moment pour se poser et parler avec vous de la lectrice que vous êtes. Bonjour, et puis je suis très très heureuse de vous recevoir. C'est vrai que le mot cocon, il est toujours lié à un livre, bien évidemment, parce que on adore ce moment. Chez moi, c'est souvent le matin quand je me lève tôt, quand ma fille dort encore, et quand Paris dort encore, que j'aime ce petit moment de lecture ici dans mon salon ou près de ma cuisine avec un café. Même s'il dure 20 minutes et qu'il faut que j'enchaîne avec autre chose, il est précieux ce moment. Alors justement, on a une question rituelle dans notre podcast Reading Wild. C'est Kiranan, quelle lectrice êtes-vous ? Je pense que je fais partie de ceux qui ont plusieurs livres ouverts. C'est-à-dire, il y a toujours un livre de poésie que j'ai ouvert la veille, et puis je peux être en train de lire le dernier Édouard Louis, comme en ce moment, tout en prenant régulièrement le Henry James pour ouvrir The Visit ou A Private Person. Je mélange, en fait. J'ai besoin d'être accompagnée par un grand classique et par des choses contemporaines. J'aime bien avoir plusieurs trajets à la fois, avoir des choses en parallèle qui correspondent à différents moments de la journée ou à différents endroits. C'est-à-dire, j'aurai un livre dans mon sac qui va m'accompagner dans le bus ou dans le métro. Il y aura un autre sur la table que je vais peut-être ouvrir le matin, un autre sur ma table de nuit. Je sais que ça paraît éparpillé, mais c'est comme ça. Ce sont mes amis, mes amants, ces livres. C'est ceux que... Voilà, et parfois c'est une phrase qui me prend et j'ai besoin de la relire encore et encore. Et j'essaie de comprendre pourquoi elle m'a marquée et est-ce qu'elle a autant d'intérêt à ce stade du livre. Il y a quelque chose de presque architectural parfois dans la lecture. Je pense pas être exceptionnelle. Je connais beaucoup de lectrices et lecteurs comme moi à ce niveau-là, qui ont besoin d'être accompagnés par plusieurs univers et parfois être envahis par un seul le temps de quelques heures ou quelques jours. Vous parliez d'architecture de la phrase. Cette recherche, ça a été immédiat. C'est quelque chose qui va avec votre créativité. En fait, chez moi, le rapport à l'écoute ou à l'intention et l'attention que je donne aux mots de chansons de certains songwriters pourrait parfois être proche de celle que je peux apporter à un auteur ou à un poète. Et donc, si j'étais envahie par un titre de Cat Stevens ou Carole King, j'aurais pu m'arrêter sur la même chanson et la relire et la réécouter encore et encore. La même chose pouvait m'arriver avec soit un poème, mais parfois ça pouvait être quelques pages d'un livre. Il fallait que je les relise encore et encore et encore. Et je ne sais pas si à l'époque j'avais plusieurs livres ouverts, mais je sais qu'il y avait, il aurait pu y avoir une chanson, un poème et un livre. Et je faisais comme ça cette espèce de tournée. Et c'était presque physiologique. Quand j'avais envie de son, j'écoutais, mais il y avait les mots aussi. Donc les mots, ils m'emmenaient aussi à autre chose. Donc ça, je pouvais dire à ma mère, par exemple, que cette chanson, elle me parle énormément. Et ça lui faisait penser à un poème de William Blake. Alors
Elle prenait dans la bibliothèque ce livre de William Blake, elle le cherchait le poème en question, elle me le montrait. Et moi, je lisais, je comprenais rien. Mais il y avait des mots qui me touchaient, et donc j'y retournais. Ouais. C'était comme ça, c'était une espèce de jonglage, comme ça. Je dis ça parce que pour moi, la lecture, c'est pas cérébral, c'est physiologique. Ouais. C'est émotionnel. Parce que je pense que pendant des années, j'ai lu des livres que j'ai pas forcément compris. Puisque aujourd'hui, quand je les relis, les grands classiques, je comprends autre chose ou je les lis autrement. Mais en fait, je pense que quand j'étais adolescente, j'étais une lectrice émotionnelle. C'est l'ensemble des mots, le temps du narrateur, les personnes qu'on décrivait, tous ces ensembles, c'était comme des fréquences. C'est la sensation que je cherchais. Ça me mettait dans un état physiologique et c'était ça le plaisir de la lecture. Je pense qu'avec le temps, on aimerait aussi rentrer dans la tête de l'auteur, on aimerait aussi ressentir ce que ressent le narrateur. Et puis, il n'y a pas que l'émotionnel, ça devient un tout petit peu plus... on a besoin d'explications, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir que voulait dire l'auteur, mais aussi pourquoi notre personnage était dans cette situation-là ou réagissait comme ça face à cette situation. Et donc, peut-être que ça devient plus cérébral, mais en tout cas, chez moi, au départ, c'était émotionnel, au départ. Vos parents lisaient beaucoup? Il y avait beaucoup de livres à la maison? Oui, mon père, j'ai souvenir de lui toujours avec un livre. Ouais. C'est-à-dire que le soir, au lit avec un livre, et le week-end, quand il pouvait se reposer, c'était de la lecture. Alors, chez ma mère, c'était différent. C'était plus une cérémonie. C'était le moment où tout était tranquille, silencieux, propre. C'est là qu'elle se mettait dans le salon avec son livre, avec ses lunettes. C'était toujours des gros pavés, et elle prenait le temps de les lire, et elle y retournait, mais il y avait un livre à la fois. Je pense que mon père, il avait peut-être, comme moi, plusieurs à la fois, mais oui, il y avait, c'était des lecteurs, les deux. Vous suiviez leurs conseils ou vous découvriez par vous-même des auteurs? Ils n'étaient pas du tout du genre à me proposer des livres. Ils savaient qu'il y en avait plein à la maison, que je pouvais me servir. Vous partagiez autour de... Alors si, avec mon père énormément, parce que mon père, il adorait la littérature yiddish. Il adorait les contes yiddish, il adorait... Il y avait un auteur qui a repris plein de histoires mythiques ou pas, et des histoires de rue, on appelait ça de yiddish, et qui les écrivait, qui les a régénérés d'une certaine manière. Il s'appelait Shalom Aleichem. Et en fait, mon père, il y avait plein d'histoires d'un personnage qui s'appelait Hirschel. Et mon père, il adorait me raconter ces histoires, il adorait cet auteur. Et je pense aussi qu'on partageait des choses qui venaient de chez ses parents, des auteurs russes, polonais ou ukrainiens. Mais la lecture avec mon père, c'était lié vraiment à la sieste du week-end. C'était pas forcément lié à quelque chose de tous les jours, ou le soir, tard, avant d'aller se coucher, mais dans son lit, à s'asseoir et à discuter, et à se raconter des histoires. Mais il en avait beaucoup, oui. On parlait d'émotions à l'adolescence et au début à l'âge adulte aussi, mais les premières grandes émotions, justement, les premières grandes rencontres, les livres qui vous ont happé, transporté. Alors, je ne sais pas si c'est les premières rencontres, je dirais que les premiers éblouissements, chez moi, c'était vraiment Hemingway. The Old Man and the Sea, pour moi, c'était j'ai un vrai souvenir du moment où j'ai fermé le livre. C'était un grand moment de solitude. Je me sentais abandonnée par le livre. Il était terminé. Qu'allais-je devenir ? Et c'est la première fois que j'ai eu une relation presque humaine avec un livre. Et bien évidemment, c'était... je pense que c'était très lié au style. Et je me demande si quand on rencontre un style d'écriture qui, d'une manière lente, j'ai pas encore envie de dire poétique parce qu'on comprend pas du tout ça quand on est jeune, mais d'une manière
aussi précises nous rentrent dans le système et que d'un coup le livre est terminé, on se sent abandonné. On se sent abandonné par un état. Parce que tant que l'histoire, qui n'est pas très longue, c'est ça, n'est pas terminée, ça nous met dans un état. En fait, les livres, ils ont ce pouvoir. On est dans un certain état. C'est marrant, j'ai vu mon amie Irène l'autre jour. Irène Jacob. Irène Jacob, pardon. Avec qui vous avez fait ce... Voilà, et on s'était vu dans le 13e, à côté de la Bibliothèque nationale, on est allé visiter quelque chose ensemble, et elle m'a dit « Ah, c'est marrant, on dirait que tu sors d'un roman de Henry James. » Et je sais pas, j'avais un pullover bordeaux et une chemise en dessous, j'avais même pas remarqué, je me suis habillée très vite le matin et je suis allée. Mais cette phrase, elle m'a fait rire, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu une phrase comme ça. Mais ça, c'est quelque chose, justement, quand on est adolescent et quand on est lecteur et quand on apprend la tenue de quelqu'un à travers les mots de l'auteur, inconsciemment, on laisse un gestuel, un goût pour des matières rentrer dans notre vie. Parfois, en lisant, on a envie de se faire tout petit, de se mettre dans un coin. Parce qu'on rentre dans l'état du livre. Le livre, il prend le relais, il prend le dessus, il nous met dans un état. Et on le fait inconsciemment. Et j'ai remarqué parfois que dans un train, quand on regarde les lecteurs, on regarde les gens lire, leur position et leur gestuelle, parfois, ça peut inconsciemment être, en tout cas, être dans l'environnement de ce qu'ils sont en train de lire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, je sais que c'est un effet sur moi. En tout cas, moi, je sais que la lecture, puisqu'on parle de quel genre de lecteur, de lectrice, la lecture qui m'accompagne, elle a un effet sur moi très fort. Physique, c'est ce que vous disiez. Physique, presque. Physiologique, même. Ouais. Voilà. Vous la ressentez? Je la ressens, oui. Ça vous transporte? Ça me transporte, et c'est pour ça aussi que parfois j'ai choisi de lire des choses qui ne me changent absolument pas, tellement je les ai lues et tellement... on parlait beaucoup la dernière fois de Bukowski, mais Bukowski, il y a tant de manières différentes de le prendre, mais il est tellement lié à aujourd'hui, et son état rock'n'roll qui peut aller avec n'importe quelle situation. Donc, quand on le lit, ça fait presque juste nous rappeler qui on est et pourquoi on est et comment on reçoit et comment on accepte et comment on observe. Ça nous ramène pas à quelque chose qu'on croit connaître et qu'on ne connaît pas ou dont on se souvient ou d'une enfance. Enfin, il y a quelque chose de très... c'est maintenant. Et donc, parfois, je pense qu'inconsciemment, on choisit aussi l'auteur qui va avec ce qu'on est à ce moment-là. Et est-ce que certains livres vous ont dit des choses par rapport justement à vos émotions, aux sentiments, par rapport à l'amour, par exemple? Bien évidemment. Je pense que sûrement, il y a des écrivains qui m'ont appris à aimer. Ouais. Je peux dire pour sûr qu'il y a des auteurs-compositeurs qui m'ont appris à aimer. Moi, je peux dire que Dylan, dans son écriture, quand on pense à Boots of Spanish Leather, par exemple, je pense qu'on peut apprendre à aimer. En tout cas, on peut apprendre une certaine facette de comment contenir cette sensation d'amour fou envers quelqu'un qui est loin, à travers la manière dont il l'explique, à travers une correspondance entre deux personnes, une personne qui part et l'autre qui reste. Je dis toujours que cette chanson, elle m'a appris à aimer, mais elle fait partie des choses qui m'ont appris à aimer. Ce sont des petites histoires, les chansons. Tout à fait. Mais après, on peut très bien dire que quand on lit Anna Karénine, on se sent moins fou quand on a aimé avant. Et si on n'a pas encore aimé, on se sent totalement coincé. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit mais moi, je ne saurais jamais aimer comme ça. Et je me demande si on vit sur la même planète, parce que ça n'existe pas de ne pas au moins une fois dans cette vie aimer comme ça, même si c'est pas un amour possible ou quoi. Mais en tout cas, il nous donne des outils, ce livre. Il nous donne des explications. On se sent moins seul quand même quand on lit des témoignages d'un état amoureux. Et dans les chansons, comme il y a très peu de temps, c'est-à-dire qu'on a 3 couplets, 4 couplets et un refrain qui revient, on est obligé de le faire
Donc, Boots of Spanish Leather, c'est pas du tout le même amour dont on parle par exemple dans Anna Karenine, mais c'est juste pour dire qu'un amour fort, un amour où on essaie de se contenir quand on s'exprime, parfois on n'arrive pas à lui donner une forme physique dans des mots. Et c'est le rôle des auteurs dans la vie, que ce soit des songwriters, des écrivains, des peintres. Je pense que c'est juste arriver à donner une forme physique à des émotions et à des situations. Et chacun le fait consciemment ou inconsciemment, mais c'est la manière dont on le reçoit qui nous sauve ou pas. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais vous, quand il n'y a pas un livre depuis longtemps qui vous... pas tourmente, mais en tout cas, mais qui arrive dans votre trip, vous en avez besoin. Ouais. C'est vital. Vous cherchez le livre, vous appelez des gens, vous dites donnez-moi une liste de livres vite, de choses qui vous a... Parce qu'on a besoin d'être mouvementé, on a besoin d'être emmené quelque part, parce que sinon, on n'est pas à flot. Parce qu'on sait qu'à travers les livres, on peut les vivre, ces choses-là. Quel est le dernier livre qui vous a mis à flot ? Quel est le dernier livre qui m'a mis à flot ? C'est une bonne question. Attendez. Vous savez quoi ? Je crois que j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'était avec vous ou ailleurs. Mais je ne sais pas s'il m'a mis à flot. Mais il m'a permis un voyage dans le temps. C'est Judas de Amos Oz. On n'en avait pas parlé. Non. Ouais. Alors, c'était au moment où je l'ai lu. En fait, le livre se passe à Jérusalem, il se passe à un certain moment. En fait, c'est vraiment... en fait, ce qui m'a retourné dans ce livre, au-delà de son écriture à Amos Oz et puis la manière dont il décrit la ville, les petites rues, le personnage qu'on découvre dans ce livre, la manière dont il a une soif de conversation, d'apprentissage, quand il se tourne vers quelqu'un de plus âgé que lui, qui a plus besoin de lui que le contraire pour échanger, pour avoir des conversations. Et l'histoire, elle se passe presque pas là. L'histoire, elle se passe entre l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme amoureux. Et dans ce livre, finalement, le temps consacré, les passages consacrés à son amour pour une femme ne sont pas très longs. Mais il y est tout le temps dans des conversations politiques, dans des conversations qui parlent de société, donc des conversations qui parlent d'études. Et en fait, tout ce qu'il fait, la manière dont il se lève, la manière dont il mange, la manière dont il éteint la lumière, dans tous ces gestuels, on voit une femme dont on parle finalement pas autant que ça dans le livre. Et arriver à faire ça, pour moi, c'est... voilà, justement, ça nous ramène vers Henry James, Oscar Wilde, Virginia Woolf. Ça m'avait manqué. Et je trouve que, pas dans tous ces livres, mais dans ce livre-là, Judas de Amos Oz, il est arrivé. Alors, je ne sais pas dire s'il m'a mis à flot, mais en tout cas, il m'a rassuré sur le pouvoir d'un livre. Voilà. Oui, c'est une magnifique définition de l'écriture et du style que vous faites là. En tout cas, c'est celle dont j'ai besoin et qu'à chaque fois, c'est pour ça que j'adore aussi lire des choses qui sortent. Par exemple, cette année, j'ai lu pas mal de livres qui ont eu les prix et tout, et il y en a que j'ai apprécié parce que l'histoire était très très belle et très forte, et d'autres qui peut-être étaient un simple témoignage ou un rappel, mais qui m'ont marqué parce qu'il y avait cette qualité-là. On avait partagé notre coup de cœur pour Déborah Lévy, notamment. Tout à fait. C'est un super exemple. Ouais. C'est un super exemple. Et puis en plus, il y a cette description de la femme qui écrit, le rapport, la relation qu'elle a avec ses moyens de transport et sa solitude et la pièce dans laquelle elle écrit et sa maternité et face aux hommes de sa vie et face aux hommes de son passé et ses amis. Et dans tout ça, pour moi, le sujet, c'est son amour pour ce processus où on a envie de raconter quelque chose, le processus avant que ça devienne des lettres, avant que ça devienne physique. Et donc, elle parle de plein de choses. Mais moi, ce que j'en retiens,
c'est voilà, son amour dans les livres, c'est son obsession pour ce processus entre ce qui est dans sa vie, dans sa tête, et quand ça devient sur le papier. Traduit en français par Céline Leroy. Et vous la lisez en anglais, Déborah Lévy Oui, mais j'ai lu après notre pas podcast, mais après l'émission, la nuit de la lecture. je l'ai relu en français et je trouve la traduction fantastique. Ou je sais pas si c'était avant, mais en tout cas, j'ai lu les traductions, c'est extraordinaire. Ouais. C'est super. Et ben là, c'est Céline aussi qui a traduit le troisième. Enfin, c'est la même qui a traduit les deux autres. Oui, absolument. Ouais, super. On parlait rapidement de Virginia Woolf. Virginia Woolf, je pense que c'est quelqu'un d'important dans votre constellation littéraire. Virginia Woolf, c'est quelqu'un de très très important pour moi parce que je la rencontre différemment à différentes périodes de ma vie et je m'attache à elle différemment à différentes périodes de ma vie. Parfois, elle pourrait inspirer même une composition, même un son, justement à cause de sa force d'écrire, c'est-à-dire qu'on la ressent elle, on ressent son état à travers l'écriture. Elle remplit par des milliers de choses une heure de silence, de solitude. Elle reste celle que je retrouve régulièrement. Votre peut-être livre préféré de Virginia Woolf, ce serait... Alors je le dis, j'en parle souvent, mais c'est vrai que les vagues, c'est rapport aux éléments, la relation entre les personnages. Enfin, les vagues, oui, je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est celui que j'ouvre le plus souvent. Et ça résonne parfaitement. Enfin, je pensais à celui-là en vous écoutant là parler justement de ce qui vous touche chez Virginia Woolf par rapport au personnage. Oui. C'est peut-être effectivement le livre où c'est... C'est peut-être le livre où quand je le lis, je me dis... Alors, je ne sais pas ce qui a enclenché l'autre. Je ne sais pas si c'est en lisant les vagues que je me suis dit c'est à cette capacité de donner une forme physique à des émotions de cette manière-là auxquelles j'aimerais arriver. Ou si en lisant ça, je me dis c'est peut-être ça qu'il faut chercher. Je ne sais pas quel est l'ordre dans lequel c'est arrivé. Mais en tout cas, autant qu'auteur, je sais que à chaque fois que je le lis, je me dis c'est très à la maison, dans le sens où c'est là où on se sent, il y a quelque chose de rond, de précis, en tout cas de l'ordre de l'émotion pendant une lecture ou pendant une écriture. Vous savez, quand on finit une chanson, parfois on croit l'avoir finie, elle trotte, et après on change 2 phrases et c'est là qu'elle est finie. Elle n'était pas finie, ça faisait 2 semaines qu'on la croyait finie, on l'a déjà enregistrée, et puis en fait non, elle n'était pas finie, ces 2 phrases et tout. Et en fait, quand on lit les vagues, d'un côté, on a l'impression que tout a été écrit d'un flow incroyable, qu'il y avait une fluidité, qu'elle a réussi à vraiment tout sortir. Et parfois, on se dit c'est impossible. Mais c'est pareil avec le portrait de Dorian Gray. On ressent une fluidité, on se dit oh là là, quelle force Mais après, c'est tellement précis, c'est tellement parfait, et qu'on se dit non, c'est impossible. Il y a une relecture, une architecture, une correction qui était encore et encore et encore pour arriver à que ce soit aussi pointu de la manière dont ça nous touche. On commençait vous disiez, la lecture pour moi c'est physiologique. Vous avez, justement, on parlait de Virginia Woolf, vous avez dans votre dernier album, Bleu, écrit sous l'eau, écrit et composé sous l'eau, cette chanson qui résonne avec Virginia Woolf, avec sa lettre d'adieu. Et dans votre propre écriture, dans votre style, et je pense dans ce que raconte cette chanson, il y a quelque chose de très physiologique aussi, sur la naissance, sur aussi la mort. Tout à fait. Si je devais dire ce que j'essaye de ressentir, parce que je raconte pas forcément, je parle pas forcément, il y a du sang dans la chanson, mais on ne parle pas de la mort. Et puis, on ressent pas forcément tout de suite quand on l'écoute, qu'on peut tenir un nouveau-né dans nos bras ou qu'on vient de perdre quelqu'un. Mais je me dis, dans mon expérience, la sensation euphorique qu'on ressent au moment où on perd quelqu'un dans ses bras, et la sensation euphorique dans laquelle on porte dans ses bras notre nouveau-né, il y avait quelque chose, d'un point de vue physiologique, de très similaire. Et en fait, dans cette chanson, c'était ça, en fait. C'est une sensation d'enveloppement
indescriptible. C'est pour ça que j'ai dit me tue cet amour, parce que je parle de ça. C'est-à-dire que quand j'ai le moment où j'ai perdu mon père dans mes bras, et je vais pas du tout dans un truc pathos et tragique, là, c'était juste pour raconter ces sensations. C'est-à-dire que bien évidemment autour, les heures qui précédaient, les heures qui suivaient étaient très douloureuses, et c'était pas... Mais le moment, les instants, je sais pas si ça a duré des secondes ou des minutes, je suis incapable de vous le dire. Et c'est une espèce de sensation émotionnelle, vide, mais en même temps remplie. C'est presque limpide d'émotions, et en même temps, on ne se sent jamais autant surélevé. Ce moment-là où il est parti, où il y avait son dernier souffle et l'instant qui a suivi, et puis le premier moment quand j'ai accouché, où j'ai senti la sensation de tenir ma fille, c'est des émotions très similaires. Je m'en souviens pas autrement, c'est-à-dire que je suis incapable de vous dire le temps que a duré cet instant, mais c'est des instants similaires. Et donc pour moi, ce que j'essaye d'écrire, c'est ça. Et c'est vrai que dans Les Vagues, Virginia Woolf, déjà, elle y arrive très bien. Et puis dans sa lettre de départ et de la manière dont elle est partie, donc dans l'eau, je retrouvais une description proche de cette euphorie instantanée que j'essaye de raconter à travers une splendeur quand on est incapable de sentir autrement qu'à ces moments-là. Je sais pas si ça... Les médiums d'expression, pour vous, il y a la musique, la composition, l'écriture. Je crois que solo, vous avez aussi finalement tenu à réaliser les images. Est-ce que vous avez besoin comme ça d'étendre peut-être les médiums pour retranscrire tout ce qu'on partage là, c'est-à-dire cette façon que vous avez de percevoir le monde en permanence dans votre sensibilité? Je sens en tout cas que ça me comble de sentir la matière. Donc si par exemple j'ai une chanson et je sens que je suis comblée par ce qu'elle raconte déjà, je peux faire appel à un autre pour la transmettre en image. Mais je sens qu'il y a des choses où j'ai besoin d'aller au bout de la matière, et donc j'ai besoin de différents médiums. C'est-à-dire que en l'occurrence sous l'eau, bien évidemment il y a les mots, il y a la musique, il y a le son du piano que j'ai pas réussi à retrouver en studio, donc j'ai fini par garder mon petit piano de travail de la maison, parce que c'est lui qui délivrait le son de ce que cette chanson voulait raconter. Et puis après il y avait la matière des images, il y avait ce noir et blanc un peu flouté qui avait un rapport à l'eau, et comme j'ai senti que autrement je ne serais pas comblée par le résultat, je l'ai fait. C'est pas parce que je pense que je peux le faire mieux ou que le résultat est mieux, c'est par vrai besoin de sentir que la chose est finie et que je peux passer à autre chose. On a besoin d'être comblé par quelque chose pour pouvoir passer au prochain. Ouais, vous le sentez ça quand c'est fini. Voilà, c'était... Oui, mais la plupart du temps on sent que c'est fini, l'album est fini, tout est fini et tout, et on le ressent, mais on le sait pas, mais il y a des traces d'un sujet qui viennent nous hanter dans l'album d'après. On croit avoir fait le tour du sujet, mais d'ailleurs on parlait de Déborah Lévy, on le sent très bien que si c'est une trilogie, on ne sait pas s'il y en aura un autre après, c'est parce que elle a envie de transmettre une information qui la hante d'une certaine manière, je pense, et c'est pour ça que ça revient. Enfin, je me demande, mais je ne sais pas si vous avez cette impression. Si, et puis c'est ce qui fait aussi la force de plein de gens qu'on aime et qui nous ont appris et enseigné. C'est aussi ce qui fait qu'on continue à écrire. C'est-à-dire que moi, je me vois pas m'arrêter à écrire des chansons. Parce que même quand je veux passer à autre chose et j'ai la chance de travailler sur un opéra ou avec des chorégraphes pour la danse et tout, mais l'écriture de chansons et cette forme de donner de l'information viendra monter encore et encore, surtout s'il y a des sujets que j'ai pas encore accompli à mon sens, ou en tout cas à mon niveau. Est-ce que vous écrivez parfois des textes qui restent juste couchés sur le papier, comme de la poésie? Ou est-ce que ça m'arrive, mais c'est pas satisfaisant, parce que je pense que je suis
attiré par cette forme-là, c'est l'ensemble des choses. C'est même pas que la phrase avec la rime et la mélodie qui va avec, c'est aussi l'accord qui accompagne et la progression harmonique et l'accord qui suit. Ça fait pas la même vibration, c'est-à-dire parfois une fin de phrase, il faut enrichir l'accord pour qu'elle puisse nous satisfaire. Sinon, c'est très très chiant, on va revenir dessus et ça va pas avoir l'air fini. Mais et parfois, on arrive totalement à s'en délaisser et se dire, ok, c'est qu'une chanson et on peut vraiment s'amuser. Et on le fait d'une manière beaucoup plus légère. Et ça veut pas forcément dire que c'est pas léger, hein, l'autre manière de faire. C'est juste que parfois, tant qu'on n'a pas trouvé une suite d'accords ou une progression harmonique qui comble, la chanson n'est pas finie. Mais bon, je pense que c'est le cas de toute forme d'écriture. On revient dessus, et il y a un moment, on sent, ah ok, c'est la bonne vibration, c'est la bonne fréquence, on peut passer au chapitre prochain. Je vous entendais, je vous ai entendu dans une interview dire que votre accord, c'était le fa mineur. Oui, alors c'est vrai que le fa mineur, je ne sais pas si c'est mon accord, mais c'est un accord que j'aime particulièrement. Il me ramène chez moi. Je suis dans une zone de confort. Le fa mineur me reconforte. Je ne sais pas s'il me console, mais en tout cas, il me met à flot, si on revient à ça. Oui. Et quand vous lisez certains livres, est-ce que ça résonne comme des accords pour vous ou pas du tout? C'est pas forcément certains livres, mais c'est une phrase, oui. Ouais. Parfois une description, une phrase. D'un coup, c'est visible. D'un coup, on arrive à visionner. Et est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez je sais que vous aimez beaucoup Sylvia Plath. Moi aussi. Est-ce que vous retrouvez ça justement dans son écriture? Je retrouve énormément de choses que je cherche chez Sylvia Plath. C'est-à-dire que Sylvia Plath, c'est une bonne adresse. Je dirais que Sylvia Plath, on sait qu'elle a été très très jeune quand elle a écrit des choses qui nous accompagnent même plus tard dans notre vie. Et donc c'est presque un phénomène métaphysique de se dire qu'elle a compris autant de choses à un si jeune âge. Et c'est marrant parce que quand on rentre un peu dans sa vie et puis quand on est tout le temps, on revient toujours à cette jambe amputée de son père, ça fait presque partie de l'équation de la torture, de ce qu'elle raconte. Parce que quand j'ai lu je suis tombée sur un témoignage je pense qu'un de ses parents, alors je sais plus lequel c'est, pareil, on lui a amputé une jambe et toute sa vie il a été hanté et devenu presque obsessionnel par le bout de jambe qui a été le membre absent. Les membres absents. Et il racontait ça d'une manière très poétique et c'est marrant parce que on se demande chez Sylvia Plath à quel point ce membre absent existe entre les lignes. Il y a ce manque constant, mais qui est rempli de mots et toujours dans un laps de temps très court, c'est-à-dire que en quelques lignes, elle remplit un vide, elle remplit un espace, elle remplit... on se demande à quel point cette jambe amputée de son père a une place invisible dans son écriture et ça revient, quand on le sait après, ça revient énormément dans l'île, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Au départ, elle m'a touchée pour plein d'autres choses, c'est-à-dire, mais c'est plus tard, en fait, quand on regarde ça d'un point de vue analytique et on sait à quel point il suffisait un jour que j'aille chez mon psy et que je parle de Sylvia Plath et d'un coup, je ne pouvais que parler de cette jambe amputée. Et en fait, j'ai compris à quel point le vide, le membre absent, dans son œuvre, nous hante, nous, lecteurs. Est-ce qu'il y a d'autres femmes poètes Emily Dickinson, bien sûr. C'est comme... Enfin, tout... Surtout qu'on sait... Je reviens à ça parce que quand j'étais adolescente, je lisais Emily Dickinson et je ne savais pas que tout ça a été écrit, reclus quelque part. Je ne savais pas que tous ces voyages, que tous ces départs en train, que tous ces bruits n'étaient pas physiquement entendus et vécus. Et en fait, c'est ça aussi qui me rassure par rapport à l'humanité aussi. C'est à quel point on a la capacité de s'étendre quand on a de l'information et quand on a envie de la transmettre.
et à quel point on arrive à toucher les autres, à quel point inconsciemment on réceptionne l'information, enfin en tout cas dans mon cas d'une manière tellement émotionnelle. Emily Dickinson, elle m'a fait voyager toute mon adolescence et très tard dans ma vie je me suis rendu compte qu'elle n'a pas bougé et j'ai appris ses peurs et ses craintes et elle m'a tellement rassurée toute ma vie et donc c'est totalement paradoxal, bizarre, ouais. paradoxal. Ouais. Mais c'est comme ça, non? Ouais, c'est la puissance d'évocation de l'écriture. C'est ça. Aussi, ouais. C'est ça, c'est la puissance de ce savoir, c'est le côté essentiel d'avoir des poètes et des écrivains constamment sur chaque coin de table chez nous. Dans le questionnaire lecture de Reading Wild qu'on avait partagé pour la nuit de la lecture, à la question pour vous lire c'est, vous aviez répondu c'est ce qui me permet de traverser. Tout à fait. Aujourd'hui, je traverse même sans lire. Mais je pense que quand on est jeune, on a besoin d'outils pour traverser. On a besoin d'outils pour comprendre ce rituel de se lever, de vivre, de se recoucher. Et lire, ça nous l'apprend, je pense. Alors, on a un autre petit rituel dans le podcast Stay Wild Keep Reading, c'est de terminer par un moment de lecture. Alors, ça de partage. Ça me fait plaisir, mais j'ai envie de... Je pose oui, je vous laisse chercher le texte. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Parce que comme c'est le sujet de ce qu'on a dit. Alors, j'ai choisi de lire quelque chose d'un poète qui m'a beaucoup accompagnée pendant mon adolescence, qui pour moi était lié à Paris et aussi à ma découverte de Paris. Son travail, je l'ai connu, c'est ma mère qui me l'a fait connaître en fait. Et comme tout à l'heure on parlait du vide ou de l'invisible ou du limpide, et à quel point cette sensation entre le vide total et la sensation d'être comblé sont liées de fréquences fines et invisibles aussi, et à quel point c'est proche. Il y a ce passage de Gerasim Luka de Autre secret du vide et du plein que j'ai toujours aimé comprendre. C'est presque mathématique et c'est ce qui me plaît chez lui. Le vide vidé de son vide, c'est le plein. Le vide rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le vide. Le plein vidé de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le vide. Le vide vidé de son vide, c'est le vide. C'est le plein vide. Le plein vide vidé de son plein vide. De son vide, vide rempli et vidé. De son vide, vide vidé. De son plein en plein vide. Et si vous avez envie de le relire, il faudrait peut-être le faire en écoutant Steve Reich ou Philip Glass. Parce que la musique répétitive, c'est, pour moi, comme à chaque fois il y a une palette ou une couche qui s'y rajoute, c'est ça. C'est le plein vide vidé de son plein vide, de son vide vide rempli et vidé, de son vide vide vidé, de son plein en plein vide. C'est merveilleux et je pense que ça résonne parfaitement avec tout ce qu'on a partagé. Alors on se le disait là au moment du choix du livre, on n'a pas parlé de Romain Gary. On n'a pas parlé de Romain Gary. On n'a pas parlé de Frankenstein. On n'a pas parlé de plein de choses, mais bon, ça donnera une occasion de le refaire peut-être au printemps. Exactement. On se retrouvera sur scène ou... Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de parler littérature avec vous et aussi de regarder un peu les choses que vous suggérez sur votre site et parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne avec la période qu'on traverse.
Donc c'est parfois agréable comme ça de voir les citations que vous mettez. Je vous suis avec grand plaisir toujours sur les réseaux. Eh ben, c'est gentil. Eh ben, merci pour ce moment merveilleux Merci à vous. de partage, de profondeur et de magnifique sensibilité. À bientôt. À bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.